Je suis rentrée chez moi le jour de mes 23 ans avec un gâteau acheté au supermarché. Maman m'a dit, pas de fête cette année. Ta sœur a besoin de toute notre attention. Alors, j'ai fait mes valises le soir même et j'ai disparu. Des années plus tard, je suis millionnaire et il m'en dit des miettes. Salut tout le monde. Ma famille a annulé mon anniversaire pour dorloter ma sœur manipulatrice. Alors je suis partie sans rien et j'ai bâti un empire. Ce qui a suivi a été la vengeance la plus douce que je n'ai jamais planifiée. Voici comment ça s'est passé. Imaginez la scène. J'ai 23 ans, je franchis la porte d'entrée après une journée de 8 heures au magasin de bricolage, tenant un gâteau au chocolat que je m'étais acheté moi-même à la boulangerie du supermarché du coin. Ça m'a coûté 6 €. Il y avait « Joyeux anniversaire » écrit en glaçage bleu qui bavait déjà à cause de la chaleur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mes parents, Valérie et Denis, étaient assis dans le salon avec ma sœur, Chloé, comme s'ils préparaient une intervention. À la seconde où je suis entrée, ma mère a levé les yeux avec cette expression, pas vraiment de la pitié, plutôt une déception répétée, et a annoncé la nouvelle. « Maxime, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de fête d'anniversaire cette année. » Chloé se sent éclipsée ces derniers temps et a besoin de toute l'attention de la famille en ce moment. Tu comprends? Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Comme si mes sentiments sur le sujet n'étaient qu'un bruit de fond insignifiant. Chloé était assise sur le vieux canapé en cuir, l'air faussement bouleversé, de fausses larmes se formant déjà dans ses yeux. C'est là que quelque chose a fait tilt dans mon cerveau. Ce n'était pas juste une fois de plus où j'étais invisible dans ma propre famille. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase d'une vie entière passée à être effacée. J'ai posé le gâteau sur la table basse sans un mot, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à emballer tout ce que je possédais. Le poids étouffant de ce moment prenait tout son sens quand je repensais aux 20 années précédentes de ma vie. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer la dynamique familiale qui a créé ce désastre. Chloé a 2 ans de moins que moi. Quand elle avait 8 ans, elle a gagné un concours de mini-talent local. Une de ces petites compétitions régionales dont les parents désespérés se persuadent qu'elles sont importantes. Je me souviens clairement de ce jour parce que c'était la dernière fois que mes parents m'ont regardé avec une véritable fierté. Juste avant qu'ils ne remettent à Chloé ce trophée en plastique bon marché, tout a changé. À partir de ce moment-là, chaque événement familial, chaque euro économisé, chaque once d'attention parentale a été redirigé vers les concours interminables de Chloé, ses cours de danse, de chant et ses coachs d'acting. La maison s'est transformée en sanctuaire dédié à ses talents médiocres. Mes bulletins scolaires avec les félicitations du conseil de classe recevaient de brefs hochements de tête, tandis que les rubans de participation de Chloé étaient encadrés et accrochés sur chaque mur disponible. Quand j'ai été acceptée au concours scientifique régional avec un projet que j'avais passé des mois à développer, ma réussite a disparu sous l'excitation de la prochaine compétition de Chloé. J'ai appris à célébrer mes victoires seule dans ma chambre, tandis que le salon devenait la scène personnelle de Chloé. Papa a commencé à faire des heures supplémentaires à l'usine pour payer les robes de compétition hors de prix et les frais de déplacement de Chloé. Il rentrait à la maison l'air détruit, dînait en silence, puis assistait à des heures de répétition de Chloé. Je l'ai vu vieillir de 10 ans en 3 ans. Ses épaules s'affaissaient en permanence sous le poids de la pression financière et de l'épuisement émotionnel. La seule personne qui voyait clair dans cette folie était mon grand-père, Marcel, le père de mon père avec qui il était en froid et qui vivait à l'autre bout de la ville. La famille parlait rarement de Marcel parce que lui et maman avaient une vieille querelle parce qu'il refusait de financer les rêves de starlet de Chloé. Un homme intelligent. Mais Marcel me retrouvait secrètement à la bibliothèque ou au parc, apportant des sandwichs, et m'écoutait vraiment quand je parlais de l'école, de mon job à temps partiel au magasin de bricolage, de mes projets d'études supérieures. C'est lui qui a célébré quand j'ai été acceptée à l'université avec une bourse partielle. Il a même ouvert un petit compte d'épargne pour moi sans le dire à personne, y faisant des dépôts dès qu'il le pouvait. Ce qui a rendu cette soirée d'anniversaire encore pire, c'est ce que j'avais entendu 3 heures plus tôt. J'étais rentrée plus tôt de mon service et j'avais entendu Chloé au téléphone dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte et sa voix avait cette fausse douceur qu'elle utilisait pour raconter des mensonges à ses amis. Ouais, j'ai déjà dit à maman que j'avais besoin de plus d'attention en ce moment, disait Chloé en gloussant.
Je veux dire, l'anniversaire de Maxime est demain, mais qui s'en soucie? Je leur ai dit que je me sentais vraiment déprimée et négligée. Maman a marché à fond. Elle va lui dire ce soir qu'on ne fête rien parce que j'ai besoin du soutien de la famille. Je suis restée figée dans le couloir alors qu'elle continuait. Le meilleur, c'est que personne ne sait que je me suis fait virer de mon école de commerce il y a 3 semaines. La lettre de renvoi de l'administration va arriver d'un jour à l'autre. Mais d'ici là, je les aurai convaincus que j'ai abandonné parce que j'étais trop stressée par le fait que la famille se concentre sur Maxime au lieu de moi. Tu peux croire qu'il vit encore ici à 23 ans? Quel loser. Elle a ri, ce petit son cruel que j'avais entendu 1000 fois auparavant. J'ai déjà convaincu maman qu'on doit passer l'anniversaire de Maxime à parler de mes sentiments et de mon avenir. Le temps que la lettre arrive, ils seront tellement inquiets pour ma santé mentale qu'ils se ficheront des 40 000 € qu'ils ont gaspillés pour mes frais de scolarité. 40 000 €. Ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes frais universitaires parce que l'argent était juste, mais ils avaient dépensé 40 briques pour l'éducation de Chloé qu'elle venait de jeter par la fenêtre. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là. Quelque chose qui se fissurait depuis des années a finalement volé en éclats. Alors, quand je suis entrée 3 heures plus tard avec ce gâteau pathétique du supermarché et que je les ai vus tous assis là, prêts à annuler mon anniversaire pour la crise fabriquée de Chloé, je savais exactement ce qui se passait. Chloé avait orchestré tout ça pour détourner l'attention de son échec scolaire. Elle utilisait mon anniversaire comme diversion, se transformant en victime avant que la vérité n'éclate. Maman s'est avancée sur le canapé, les mains jointes de cette façon étudiée qu'elle avait quand elle délivrait ce qu'elle pensait être de la sagesse maternelle. Maxime, tu dois comprendre que Chloé traverse une période très difficile en ce moment. Elle a l'impression que la famille ne l'apprécie pas assez, et nous devons lui montrer qu'elle est notre priorité. Ton anniversaire arrive chaque année, mais le bien-être émotionnel de Chloé est fragile. Nous devons nous unir en tant que famille et la soutenir. Cela signifie pas de fête, pas de gâteau, pas de cadeau. Nous allons passer la soirée à parler des sentiments de Chloé et de la façon dont nous pouvons mieux soutenir ses rêves. J'ai regardé papa, espérant un signe de résistance, une lueur de conscience que c'était mal. Mais Denis fixait juste ses mains, vaincu comme toujours. Il avait abandonné le combat il y a des années, choisissant la survie plutôt que la confrontation. Chloé a finalement parlé, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Je suis désolée, Maxime. Je sais que c'est dur pour toi, mais je me sens tellement invisible parfois, comme si personne ne voyait à quel point je lutte. J'ai besoin de savoir que cette famille tient à moi, que je ne suis pas juste oubliée. Oubliée. Elle a vraiment dit ce mot. La fille dont le visage couvrait chaque mur, dont les trophées remplissaient chaque étagère, dont les besoins déterminaient chaque décision familiale. Elle se sentait oubliée. Pendant ce temps, je dormais dans la même petite chambre depuis mes 5 ans parce que Chloé avait besoin de la plus grande chambre pour ses costumes de scène. Je portais les 3 mêmes jeans depuis 2 ans parce que Chloé avait besoin de nouvelles tenues pour ses photos Instagram. J'avais été oubliée si complètement que la plupart des membres de la famille éloignée ne se souvenaient même pas de ce que j'étudiais à la fac. C'est là que j'ai pris ma décision. Pas d'annonce, pas de confrontation dramatique, pas de supplication pour être reconnue. J'ai simplement posé ce triste petit gâteau sur la table basse, je les ai regardés chacun une dernière fois, et je suis allée dans ma chambre. Ils pensaient probablement que j'allais bouder comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de disparaître de leur vie complètement. J'ai bougé dans ma chambre avec l'efficacité de quelqu'un qui planifiait cette évasion inconsciemment depuis des années. Chaque tiroir a été vidé, chaque document important rassemblé, chaque vêtement auquel je tenais vraiment plié dans 2 grands sacs de sport et un sac à dos. La chambre semblait étrange alors que je faisais mes bagages, comme si elle révélait enfin ce qu'elle avait toujours été, une halte temporaire plutôt qu'un foyer. Ma vie entière tenait dans 3 sacs. C'est ce à quoi se résumaient 23 ans dans cette maison. 3 sacs et une lettre d'admission à l'université. J'ai entendu des pas dans le couloir vers minuit. Papa a frappé doucement à ma porte. Maxime, je peux entrer? J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, paraissant plus vieux que ses 48 ans, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il avait peut-être retrouvé la raison.
qu'il allait enfin me défendre. Au lieu de cela, il a sorti son portefeuille et m'a tendu 5 billets de 100 € froissés. C'est tout ce que j'ai pour le moment, a-t-il dit doucement. Je sais que les choses ne sont pas justes. Je sais qu'on t'a laissé tomber, mais je ne sais plus comment arranger ça. Ta mère, Chloé. Je n'ai juste plus la force de me battre. J'ai pris l'argent, pas parce que je pensais que ça arrangeait les choses, mais parce que je savais que j'en aurais besoin. 500 €, c'était plus qu'il ne m'avait jamais donné pour quoi que ce soit. Le fait que cela vienne avec des excuses pour toute mon enfance rendait la chose encore pire d'une certaine manière. Merci, ai-je dit platement. Où iras-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Il a eu l'air d'avoir reçu une gifle, mais il n'a pas discuté, il a juste hoché la tête et s'est éloigné. Les épaules encore plus affaissées qu'avant. Je suis parti à 2 heures du matin pendant que tout le monde dormait. J'ai jeté mes sacs dans ma vieille Clio déglinguée qui avait 300 000 km au compteur, et j'ai conduit vers le seul endroit où je savais que je serais le bienvenu. La petite maison de grand-père Marcel à l'autre bout de la ville. Marcel a ouvert la porte en peignoir, a jeté un coup d'œil à mes sacs et à mon visage, et s'est simplement écarté pour me laisser entrer sans poser de questions. C'est ça le truc avec Marcel. Il n'avait pas besoin d'explication. Il comprenait instantanément. L'anniversaire s'est bien passé, j'imagine, a-t-il dit sèchement, se dirigeant vers la cuisine pour faire du chocolat chaud. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais entendue, la fête annulée, les 500 € de papa. Marcel a écouté sans m'interrompre, ses mains usées enroulées autour de sa tasse, la mâchoire serrée comme s'il se retenait physiquement de dire ce qu'il pensait vraiment. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il finalement dit. La chambre d'amis est à toi. Pas de loyer, pas de conditions. Promets-moi juste que tu finiras tes études et que tu feras quelque chose de ta vie. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre. J'ai promis. Cette chambre d'amis est devenue ma rampe de lancement. Je travaillais à temps plein au magasin de bricolage, j'allais en cours et je passais chaque moment libre à apprendre l'investissement immobilier. Marcel, il s'est avéré, avait touché à la rénovation immobilière il y a des décennies. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur la recherche de biens sous-évalués, la réalisation de rénovations à petit budget et la maximisation des revenus locatifs. Le fonds universitaire qu'il avait secrètement constitué pour moi s'élevait à 8 000 €, assez pour couvrir une année de frais si je restais dans le coin et continuais à travailler. J'ai fini mon diplôme en 3 ans en prenant des cours d'été et en maximisant mes crédits chaque semestre. Pendant ce temps, ma famille s'effondrait sans moi pour servir de bouc émissaire. La lettre de renvoi de l'école de Chloé est arrivée 2 semaines après mon départ. Maman m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui passaient de la colère au désespoir, puis à la culpabilisation. Maxime, ta sœur a besoin de toi en ce moment. C'est une crise familiale. Comment peux-tu nous abandonner comme ça? Nous devons présenter un front uni. Rappelle-moi immédiatement. J'ai effacé chaque message sans les écouter entièrement. Grâce à Marcel, qui maintenait un contact rare avec papa, j'ai appris ce qui se passait. La facture de scolarité de 40 000 € était due. La défense de « crise de santé mentale » de Chloé n'a pas tenu quand l'administration a expliqué qu'elle avait échoué à tous les cours par simple manque d'assiduité. Maman était furieuse. Papa était résigné. Chloé jouait la victime plus fort que jamais. Elle arrivait d'une manière ou d'une autre à faire passer son échec scolaire pour la faute de la famille qui ne soutenait pas assez ses besoins émotionnels. Sans moi comme tampon, le responsable qui rendait le dysfonctionnement de tous les autres moins grave par comparaison, il devait se regarder en face. Apparemment, il n'aimait pas ce qu'il voyait. J'ai obtenu mon diplôme à 24 ans en administration des affaires, avec exactement 0 membre de la famille présent. Marcel est venu avec un petit gâteau et une carte contenant un chèque de 1 000 €. Capital d'investissement, a-t-il appelé ça. Va conclure ta première affaire. Cet été-là, j'ai trouvé une propriété saisie via une liste d'enchères bancaires. Une maison de 3 chambres dans un quartier correct qui était resté vide pendant 8 mois. L'herbe arrivait à la taille. La peinture s'écaillait.
Et l'intérieur avait l'air d'avoir été abandonné en pleine rénovation par quelqu'un qui avait manqué d'argent et d'espoir. Parfait. La banque l'affichait à 52 000 €, mais je voyais qu'ils étaient désespérés. Les propriétés dans cet état effrayaient la plupart des acheteurs qui voulaient des maisons prêtes à habiter. J'ai passé une semaine à rechercher des ventes comparables, à calculer les coûts de réparation et à établir un budget de rénovation détaillé. J'ai offert 47 000 €, m'attendant à ce qu'ils négocient. Ils ont accepté 45 000 € en 24 heures. J'ai utilisé les 1 000 € d'investissement de Marcel plus chaque centime que j'avais économisé en 3 ans de travail au magasin de bricolage comme apport. J'ai obtenu un petit prêt commercial pour le reste avec la propriété elle-même en garantie. Le banquier avait l'air sceptique quand je suis entré avec mes plans de rénovation et mes tableaux budgétaires, mais les chiffres étaient solides. Il a approuvé. Les 6 mois suivants ont été brutaux. Je travaillais à mon boulot habituel la journée, puis j'allais à la propriété et je travaillais jusqu'à minuit ou plus tard. J'ai arraché la moquette dégoûtante. J'ai trouvé un magnifique parquet en chêne en dessous qui avait juste besoin d'être poncé et verni. J'ai enduit et peint chaque surface. Remplacé les luminaires démodés par des alternatives modernes du magasin de bricolage où j'avais ma réduction employée. J'ai aménagé le jardin moi-même, passant les week-ends à arracher les mauvaises herbes et à planter des arbustes. J'ai appris la plomberie en regardant des vidéos YouTube et en demandant des faveurs à des entrepreneurs rencontrés au magasin. J'ai compris l'électricité de base de la même manière. J'ai fait des erreurs, plein, mais j'ai appris de chacune d'elles. Le premier robinet que j'ai installé a fui pendant 3 jours avant que je comprenne que j'avais oublié un joint. Le premier interrupteur que j'ai câblé était à l'envers. Mais à la fin, je pouvais gérer la plupart des réparations domestiques de base avec compétence. J'ai aussi appris les permis, les inspections et le million de petits détails qui séparent les propriétaires amateurs des gestionnaires immobiliers professionnels. J'ai découvert que la ville exigeait des permis spécifiques pour certains travaux électriques. J'ai découvert que les locations nécessitaient des dispositifs de sécurité spécifiques comme des détecteurs de fumée. Chaque réglementation ressemblait à un obstacle conçu pour arrêter les gens comme moi. Mais j'ai traité chacune comme une leçon sur la façon de bien faire les choses. Quand j'ai fini, l'endroit était complètement transformé. Peinture fraîche, équipement mis à jour, sol vitrifié, jardin paysager. Je l'ai fait estimer par un professionnel, et c'est revenu à 89 000 €. J'avais essentiellement créé 44 000 € de valeur nette en 6 mois de sueur et environ 15 000 € de matériaux et de permis. Je l'ai mise en location à 1 200 € par mois. J'ai reçu 14 dossiers la première semaine. J'ai choisi un jeune couple, tous 2 enseignants, revenus stables, excellente référence, aucun signal d'alarme. Le loyer couvrait mon remboursement de prêt, la taxe foncière, l'assurance et le fonds d'entretien avec environ 200 € de reste chaque mois. Ce surplus allait directement dans l'épargne pour la prochaine propriété. Mais plus important encore, j'avais prouvé que je pouvais le faire. Cette première propriété n'était pas seulement une question d'argent. C'était la démonstration que je pouvais prendre quelque chose de cassé et le rendre précieux. Que je pouvais construire quelque chose de réel de mes propres mains et avec mon intelligence. La deuxième propriété est arrivée 8 mois plus tard. Une autre saisie. Cette fois un immeuble de 2 appartements. Même processus. Recherche, calcul, rénovation, location. Cette fois, le travail est allé plus vite parce que je savais ce que je faisais. À la fin de cette rénovation, je pouvais carreler une salle de bain, installer des toilettes, câbler un ventilateur de plafond et réparer des cloisons sèches mieux que la moitié des entrepreneurs que j'avais rencontrés. La troisième propriété était un petit pavillon qui nécessitait de gros travaux. L'ancien propriétaire avait commencé à vider la cuisine, puis avait apparemment abandonné. J'ai passé 3 mois à finir ce qu'ils avaient commencé, apprenant l'installation de placards et le travail de plans de travail en cours de route. Chaque propriété m'apprenait quelque chose de nouveau. Chaque rénovation me rendait plus compétent. Chaque location réussie prouvait que je pouvais faire ça professionnellement. À 26 ans, je possédais 3 propriétés locatives. À 28 ans, j'en avais 7 à 30 ans, je dirigeais une petite société d'investissement immobilier avec 15 propriétés générant un revenu mensuel constant.
J'avais construit quelque chose de réel à partir de rien en utilisant la même obstination que ma famille détestait chez moi. Pendant ces années, ma famille a fait des tentatives sporadiques pour me contacter. Maman appelait pendant les fêtes, laissant des messages sur la guérison des blessures familiales et le fait de laisser le passé derrière soi. Chloé m'a trouvé sur les réseaux sociaux, envoyant des messages disant à quel point elle avait mûri et combien elle était désolée. J'ai ignoré tout ça. Pas exactement par méchanceté, mais parce que je n'avais sincèrement rien à leur dire. Ils appartenaient à une vie que j'avais laissée derrière moi. J'avais tellement dépassé cette version de moi-même que m'engager avec eux ressemblait à essayer d'avoir une conversation avec des étrangers sur les problèmes de quelqu'un d'autre. Puis Marcel est tombé malade. Cancer stade 3 quand ils l'ont trouvé. Il avait 72 ans et était têtu comme une mule, insistant pour un traitement minimal afin de pouvoir mourir selon ses propres termes au lieu de dépérir dans un hôpital. Je suis retournée vivre chez lui pour m'occuper de lui pendant ces derniers mois. C'est là que ma famille a fait son mouvement. Maman s'est présentée chez Marcel un après-midi pendant que j'étais au travail. Elle avait appris par un cousin éloigné que Marcel était mourant. Elle s'est probablement dit que c'était sa chance de renouer pendant que j'étais vulnérable. Marcel, béni soit-il, l'a reçu à la porte et ne l'a pas laissé entrer. « Valérie » a-t-il dit froidement. « Tu as du culot de te pointer ici après ce que tu as fait à ce garçon. »« Je suis sa mère » a-t-elle répondu, essayant de paraître blessée. « J'ai le droit de voir mon fils. »« Tu as abandonné ce droit quand tu as choisi le fantasme de ta fille plutôt que la réalité de ton fils. Maxime ne veut pas te voir. Maintenant, sors de ma propriété avant que j'appelle la police. » Elle est partie, mais pas avant de laisser une lettre. Marcel me l'a donnée ce soir-là. J'ai failli la jeter sans la lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation. 3 pages expliquant comment elle avait toujours aimé ses 2 enfants également. Comment elle avait fait de son mieux dans des circonstances difficiles. Comment Chloé avait vraiment changé et travaillait maintenant dur pour devenir indépendante. Pas de véritables excuses, juste des explications et des justifications enveloppées dans un langage de victime. Le coup de grâce était le dernier paragraphe. Nous avons des difficultés financières en ce moment. Les heures supplémentaires de ton père ont été supprimées et Chloé a du mal à trouver un emploi stable. Nous pourrions vraiment utiliser ton aide. Je sais que tu as bien réussi dans l'immobilier. Peut-être pourrais-tu nous donner des conseils ou nous aider avec un prêt. La famille aide la famille, Maxime. C'est ce qu'on fait. Voilà. La vraie raison de cet intérêt soudain pour la réconciliation. Ils avaient besoin d'argent. J'ai montré la lettre à Marcel. Il l'a lue, puis me l'a rendue avec un hochement de tête dégoûté. Ils n'ont pas changé du tout, a-t-il dit. Toujours à utiliser les gens. Toujours à refuser de prendre leurs responsabilités. Toujours à attendre que tu règles leurs problèmes. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je dit. Absolument rien. Marcel a souri. C'est bien mon garçon. Il est décédé 3 semaines plus tard, paisiblement dans son sommeil. Il m'a tout laissé. La maison, ses économies, son vieux camion. Le testament incluait une note. Maxime, tu étais le petit-fils que j'étais fier de revendiquer et le fils que mon garçon n'a jamais appris à être. Utilise cette fondation pour construire quelque chose de beau. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. Les funérailles étaient petites. Moi, quelques vieux amis de Marcel. Papa, maman et Chloé ne sont pas venus. Ils n'étaient pas invités. Papa avait l'air terrible. Plus vieux que jamais, les yeux cernés. Il s'est approché de moi après la cérémonie. Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout. Pour avoir été trop faible pour tenir tête à ta mère, pour avoir laissé Chloé nous manipuler tous, pour ne pas avoir été le père que tu méritais. Je l'ai étudié un long moment. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Juste une sorte de pitié détachée pour cet homme qui avait gâché des années de sa vie à permettre le dysfonctionnement. Tu ne peux pas réparer le passé, Denis, lui ai-je dit. Mais tu peux arrêter de le répéter à l'avenir. Je divorce, a-t-il dit soudainement. J'ai déposé les papiers la semaine dernière.
J'aurais dû le faire il y a des années, mais je continuais à penser que les choses s'amélioreraient. Elles ne l'ont jamais fait. Bien, ai-je dit. Peut-être que maintenant tu pourras découvrir qui tu es vraiment au lieu de qui Valérie voulait que tu sois. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras nus de réconciliation larmoyante, nous nous sommes juste fait un signe de tête comme des relations d'affaires et sommes partis chacun de notre côté. Mais quelque chose avait changé. Papa faisait enfin un choix au lieu de simplement accepter ce qui lui arrivait. Hériter de la maison de Marcel m'a donné le capital dont j'avais besoin pour développer l'entreprise. J'ai vendu la propriété pour 180 000 € et j'ai utilisé les fonds pour acheter un petit complexe d'appartements, 8 unités qui nécessitaient des travaux importants mais avaient une structure solide. J'ai passé un an à rénover, puis je les ai remplis avec des locataires de qualité au prix du marché. L'entreprise a grandi. À 32 ans, je gérais 43 propriétés dans 3 départements. À 35 ans, je m'étais étendu à l'immobilier commercial, petits immeubles de bureaux, commerce, même un petit complexe d'entrepôt. Chaque acquisition était soigneusement étudiée, financée de manière prudente et gérée avec le même souci du détail que j'avais appris avec cette première saisie. La clé était de traiter les locataires comme des personnes et non comme des sources de revenus. Je répondais aux demandes de maintenance dans les 24 heures. Je gardais les propriétés en excellent état. Je facturais des loyers juste au lieu de presser chaque euro possible. Je me suis bâti une réputation de propriétaire chez qui les gens voulaient vraiment louer. Le mot s'est répandu. Mes taux de vacances étaient constamment inférieurs à 5% alors que la moyenne du marché était de 12 à 15%. J'ai aussi commencé à mentorer d'autres jeunes investisseurs, des gens qui me rappelaient moi-même à 24 ans. Affamés, déterminés, mais sans les connaissances ou les contacts pour commencer. Je les rencontrais pour un café, je passais en revue leur business plan, parfois même je m'associais avec eux sur leurs premières affaires. Voir quelqu'un réussir en utilisant les principes que Marcel m'avait enseignés donnait l'impression d'honorer son héritage de la manière la plus significative possible. La société d'investissement elle-même est devenue rentable au-delà des simples revenus locatifs. Je trouvais des propriétés en difficulté, je les rénovais efficacement, puis je les gardais pour les revenus locatifs ou je les vendais à d'autres investisseurs au prix du marché. L'entreprise a développé une réputation pour accepter des projets difficiles que les autres évitaient. Agencement bizarre, violation de code, emplacement difficile. J'avais compris que les problèmes que les autres voyaient comme rédhibitoires étaient en fait des opportunités si on savait comment les résoudre systématiquement. Le chiffre d'affaires a atteint les 7 chiffres annuels quand j'avais 33 ans. Pas mal pour quelqu'un qui avait quitté la maison à 23 ans avec 500 € et un sac de sport. Quelque part en chemin, je suis devenu légitimement riche. Pas riche niveau de jet privé, mais confortable d'une manière que mes parents n'ont jamais été, malgré leurs efforts constants pour paraître prospères. La différence était que j'avais construit quelque chose de réel alors qu'ils maintenaient les apparences à coups de crédit et d'heures supplémentaires. J'ai aussi rencontré Juliette. Elle était avocate en droit immobilier et gérait la vente d'une de mes propriétés commerciales, un petit immeuble de bureau que je convertissais en espace commercial mixte. L'ancien propriétaire s'était emmêlé dans des violations de code et vendait à perte juste pour échapper au casse-tête. Je voyais du potentiel là où il voyait des problèmes. Juliette est entrée dans notre première réunion portant un tailleur élégant et portant une mallette qui semblait peser plus lourd qu'elle. Elle était directe, efficace, avec exactement 0 patience pour les bêtises. En 5 minutes, elle avait identifié 3 problèmes potentiels avec le titre de propriété que l'avocat précédent avait manqué. En 10 minutes, elle avait esquissé des solutions pour les 3. Vous avez vraiment lu tout le contrat, ai-je dit, impressionné. La plupart des avocats survolent juste les trucs standards. C'est littéralement mon travail, a-t-elle répondu sans lever les yeux de ses notes. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui me paient pour faire des choses qu'elles pourraient faire elles-mêmes si elles lisaient simplement les documents. Nous avons fini par prendre un café après la signature. Elle l'a suggéré, disant qu'elle aimait travailler avec des investisseurs qui comprenaient vraiment ce qu'ils achetaient au lieu de courir après l'argent. Nous avons parlé pendant 2 heures d'immobilier, de tendances du marché et de droit de la propriété. Elle avait grandi dans un parc de mobile homes, payé ses études de droit en travaillant dans 3 jobs différents, et n'avait aucune patience pour les gens qui trouvaient des excuses au lieu de progresser.
Ma mère disait toujours que je devrais trouver un homme stable et gentil pour s'occuper de moi, a mentionné Juliette lors d'un de nos premiers rendez-vous. Elle le disait comme un conseil. Je l'ai pris comme un avertissement sur ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons accroché immédiatement. Deux personnes qui s'étaient construites à partir de rien et comprenaient que le succès ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était construire quelque chose de réel qu'on ne pouvait pas nous enlever. Elle comprenait aussi le dysfonctionnement familial comme peu de gens le pouvaient. Son père avait été un toxicomane qui avait vidé les économies de la famille plusieurs fois avant de disparaître quand elle avait 12 ans. Sa mère avait passé des années à lui trouver des excuses, choisissant la loyauté envers un homme destructeur plutôt que la protection de ses enfants. Juliette avait appris tôt, comme moi, que parfois les gens qui sont censés vous aimer sont en fait ceux qui vous retiennent. Tu sais ce que j'aime dans l'immobilier, a-t-elle dit un soir en examinant des contrats à ma table de cuisine. Les bâtiments ne mentent pas. Ils ne manipulent pas. Ils ne cherchent pas d'excuses. Soit les fondations sont solides, soit elles ne le sont pas. Soit la structure est saine, soit elle ne l'est pas. Tout est mesurable, réparable, améliorable. J'aimerais que les gens fonctionnent de la même manière. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne la demande en mariage. Rien de sophistiqué. Juste nous deux dans la première propriété que j'avais rénovée. Debout dans le salon où j'avais passé 6 mois à apprendre comment construire quelque chose à partir de morceaux cassés. Je lui ai dit que c'était exactement ce qu'elle m'avait aidé à faire avec ma vie. Prendre quelqu'un de brisé et l'aider à devenir entier sans essayer de changer qui il était fondamentalement. Elle a dit oui avant que je finisse la question. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard dans un petit lieu qui contenait exactement 50 personnes. Petite cérémonie, amis proches seulement, pas de drame familial, pas de spectacle, pas de prétention, juste 2 personnes qui se comprenaient et s'engageaient à construire quelque chose ensemble. Papa est venu, ce qui m'a surpris. Il avait complètement divorcé de Valérie à ce moment-là et sortait avec une femme nommée Claire qui le traitait réellement comme un égal. Il avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vu depuis des années, comme si des décennies de poids avaient été soulevées de ses épaules. « Je suis fière de toi », m'a-t-il dit à la réception. Marcel le serait aussi. « Merci. Je sais que je ne mérite pas le pardon », a-t-il continué. « Mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur, de faire mieux. » Je le vois, ai-je dit, et je le pensais. Vers cette époque, j'ai reçu un message inattendu sur les réseaux sociaux de la part de Chloé. Contrairement aux tentatives de contact précédentes, celui-ci était différent. Pas d'excuses bidons, pas de manipulation, juste un message direct. Maxime, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais que tu saches que j'ai travaillé sur moi-même. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant, j'y suis depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé comme hôtesse d'accueil, je suis montée jusqu'à chef d'équipe. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête, et j'en suis fière. Je suis désolée pour tout. Tu n'as pas à me pardonner ni même à répondre. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que tu as toujours su. Que la vraie valeur vient de ce que tu construis, pas de ce qu'on te donne. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai montré à Juliette, qui l'a lu attentivement. Qu'est-ce que tu en penses ? A-t-elle demandé. Je pense que les gens peuvent changer, ai-je dit. Mais je pense aussi que le temps dira si c'est réel ou juste une autre comédie. Juste. 6 mois plus tard, Chloé a envoyé un nouveau message. Cette fois avec des photos d'elle travaillant au restaurant, un petit appartement qu'elle louait seule, un petit compte d'épargne qu'elle avait constitué. Pas de demande, pas de manipulation, juste la preuve d'une vie qu'elle construisait sans l'aide de personne. J'ai répondu par une seule ligne. Fière de toi pour le travail accompli. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard. Merci. Ça signifie plus que tu ne le penses. Nous ne sommes pas devenus proches. Nous n'avons pas eu de réunion larmoyante ni prétendu que le passé n'avait pas d'importance, mais nous avons établi un respect distant. 2 personnes partageant le même ADN et les mêmes traumatismes, reconnaissant l'existence de l'autre sans rien exiger. Quant à maman, j'ai entendu dire par les rumeurs familiales qu'elle vivait dans un petit appartement après le divorce, travaillant comme réceptionniste, racontant toujours à qui voulait l'entendre l'histoire de ses enfants ingrats qu'il avait abandonnés.
L'ironie n'a échappé à personne qu'elle avait fini par faire le même type de travail que Chloé à ses débuts, sauf que Chloé l'avait utilisé comme fondation pour grandir, tandis que Valérie l'utilisait comme preuve de son statut de victime. L'année dernière, j'ai décidé d'honorer la mémoire de Marcel en ouvrant un centre communautaire dans le quartier où il avait vécu toute sa vie d'adulte. Le bâtiment était un ancien entrepôt resté vide pendant 3 ans. Le propriétaire était mort. Les héritiers n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'il fallait en faire. Ils l'ont finalement vendu juste pour arrêter de payer des impôts sur une propriété vacante. Je l'ai acheté pour 180 000 €, puis j'ai dépensé 400 000 € supplémentaires en rénovation. L'espace était immense, 1100 mètres carrés de potentiel. Nous l'avons complètement vidé, le mettant aux normes de construction moderne tout en préservant les briques apparentes et les poutres en bois d'origine qui lui donnaient du caractère. Nous avons créé une salle informatique avec 20 postes de travail équipés de logiciels récents. Construit 4 salles de tutorat privées où les enfants pouvaient obtenir une aide individuelle pour leurs devoirs. Conçu une grande salle polyvalente pouvant accueillir de tout, des ateliers de formation professionnelle aux réunions de quartier. Ajouter une cuisine commerciale et un petit espace de restauration où les gens pouvaient obtenir des repas abordables. Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture à des prix qui ne ruineraient pas le budget de quelqu'un. Le restaurant était l'idée de Juliette. Elle avait souligné que beaucoup de familles dans ce quartier souffraient d'insécurité alimentaire. Mais les repas gratuits venaient avec une stigmatisation. Faire payer 1 € pour une assiette permettait aux gens de garder leur dignité tout en obtenant de l'aide. Une femme intelligente. Ma femme a passé 8 mois sur la rénovation, gérant les entrepreneurs et faisant une grande partie du travail moi-même quand je le pouvais. Le bâtiment s'est transformé d'une verrue abandonnée en quelque chose dont le quartier pouvait être fier. Je l'ai nommé la Fondation Marcel. D'après l'homme qui m'a appris que le succès signifiait construire des échelles pour que les autres puissent grimper, pas les retirer derrière soi. Lors de la cérémonie d'inauguration, plus de 200 personnes se sont présentées, des familles locales, des commerçants, des membres du conseil municipal qui avaient aidé à accélérer nos permis. La salle informatique était déjà réservée pour le mois suivant. 3 enseignants locaux s'étaient portés volontaires pour animer des sessions de tutorat gratuites. Le restaurant avait reçu des candidatures de 5 personnes voulant y travailler, toutes du quartier. Papa est venu avec Claire. Chloé est venue avec son petit ami et leur fils bébé, Owen. Elle l'avait nommé d'après le 2e prénom de Marcel. La famille de Juliette remplissait la salle. Des amis de longue date, des associés, des gens du quartier qui avaient regardé la rénovation se faire. Je me tenais devant la salle, regardant des visages qui se souciaient vraiment de moi et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais construit ça. Pas seulement le bâtiment, pas seulement l'entreprise, pas seulement la richesse. J'avais construit une vie entourée de gens qui choisissaient d'être là, qui se présentaient, qui donnaient sans rien attendre en retour. Pendant mon discours, j'ai parlé de Marcel et de ce qu'il m'avait appris sur la résilience, le respect de soi et la différence entre la famille dans laquelle on est et la famille qu'on choisit. Marcel m'a dit un jour que la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, ai-je dit. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison. Il m'a montré que lorsque les gens essaient de vous rendre petit, vous ne rétrécissez pas pour correspondre à leurs attentes. Vous grandissez jusqu'à ce que vous les dépassiez complètement. La salle était silencieuse. Les gens écoutaient vraiment. Certaines personnes essaieront d'atténuer votre lumière parce qu'elle rend leur obscurité visible. Ils essaieront de vous convaincre que vous n'êtes rien. Parce que le fait que vous soyez quelque chose menace leur tout. Mais quand vous vous choisissez vous-même, quand vous refusez de rétrécir pour le confort de quelqu'un d'autre, vous ne faites pas que vous sauvez vous-même. Vous montrez aux autres qu'ils peuvent se choisir eux-mêmes, aussi. J'ai regardé papa, qui avait les larmes aux yeux. Chloé, qui tenait Owen et hochait la tête. Juliette, qui comprenait mieux que quiconque ce qu'il fallait pour construire quelque chose de réel à partir de morceaux brisés. Marcel a choisi de tendre la main à un gamin invisible. Denis a choisi le divorce plutôt que de continuer le mensonge. Chloé a choisi le travail plutôt que la manipulation. Et j'ai choisi de quitter une maison qui n'a jamais été un foyer pour construire quelque chose de vrai. C'est ce que cette fondation représente. L'idée qu'il n'est jamais trop tard pour choisir différemment. Les applaudissements ont rempli la salle,
mais je n'avais pas tout à fait fini. Je veux terminer par ceci, ai-je dit. Le vrai cadeau que Valérie m'a fait sans le vouloir a été de me montrer exactement ce qu'il ne fallait pas être. En me refusant des fêtes d'anniversaire, elle m'a appris à me célébrer chaque jour. En me disant que je n'étais rien, elle m'a motivé à devenir quelque chose. En m'effaçant des photos de famille, elle m'a libéré pour peindre mon propre portrait. Papa s'est levé. Quelque chose qu'il n'aurait jamais fait il y a des années. C'est mon fils, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est mon garçon, de toutes les manières qui comptent. La fête a continué tard dans la nuit. Chloé est partie tôt pour mettre Owen au lit, mais pas avant de me serrer dans ses bras. Une vraie étreinte sans agenda ni manipulation. Merci, a-t-elle chuchoté, de m'avoir montré qu'il était possible de changer. Tu as fait ça toute seule, lui ai-je dit. J'ai juste arrêté de permettre l'alternative. Papa est resté jusqu'à la fin, aidant à nettoyer comme un bénévole plutôt que d'attendre d'être servi. Alors que nous empilions les chaises ensemble, il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. J'ai gâché 20 ans à avoir peur de la colère de ta mère, peur de faire des vagues. Peur de défendre ce qui était juste. Le plus drôle, c'est qu'une fois que je l'ai finalement fait, j'ai réalisé que la seule chose dont j'aurais dû avoir peur était de perdre plus de temps à avoir peur. Mieux vaut tard que jamais, ai-je dit. Quand même, a-t-il répondu en regardant la salle vide qui serait bientôt remplie d'enfants en train d'apprendre et de grandir. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux quand ça comptait, quand tu avais besoin que je le sois. On ne peut pas changer le passé, lui ai-je dit. Mais tu es là maintenant. Ça compte pour quelque chose. Alors que Juliette et moi fermions à clé ce soir-là, elle m'a pris la main et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais ce qu'est vraiment la meilleure vengeance ? Ce n'est pas le succès, l'argent ou même le bonheur. C'est l'indifférence. Valérie est quelque part dehors, toujours en colère, toujours amère, blâmant toujours tout le monde. Mais tu l'as tellement dépassée qu'elle n'est même plus une note de bas de page dans ton histoire. Elle est juste un catalyseur qui a déclenché une réaction qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle avait raison. Je pensais rarement à Valérie désormais. Quand je le faisais, c'était avec le genre de curiosité détachée qu'on peut avoir pour les problèmes d'un étranger. Son emprise sur moi s'était complètement dissoute, remplacée par la fondation solide de relations réelles et d'un succès mérité. En y repensant maintenant, être banni de mon propre anniversaire a été le plus beau cadeau que ma famille toxique m'ait jamais fait. Cela m'a forcé à arrêter d'attendre qu'il célèbre mon existence et à commencer à la célébrer moi-même. Cela m'a appris qu'on ne peut pas gagner l'amour de gens qui voient votre succès comme leur échec. Et surtout, cela m'a montré que parfois, la meilleure façon d'honorer d'où l'on vient est de devenir tout ce qu'ils ont essayé de vous empêcher d'être. J'ai 37 ans maintenant. Juliette et moi avons 2 enfants qui grandissent dans une maison où les anniversaires sont célébrés, les réussites sont reconnues, et l'amour n'est pas conditionné au fait d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Chloé amène Owen pour les dîners du dimanche où il joue avec ses cousins et apprend que les réunions de famille peuvent être source de joie plutôt que de jugement. Papa est un grand-père actif, le genre qu'il n'a jamais pu être auparavant. Il s'excuse encore parfois pour les années perdues, mais je lui dis la même chose à chaque fois. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir l'avenir. Quant à Valérie, j'ai entendu par des parents éloignés qu'elle est toujours à ce poste de réceptionniste, racontant toujours à qui veut l'entendre l'histoire de ses enfants ingrats qui l'ont abandonnée. La différence entre elle et Chloé est frappante. Chloé a choisi la croissance tandis que Valérie a choisi le statut de victime. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.